Une opération secrète dans les montagnes du Zagros devait sceller le destin d'une colonne blindée. Mais l'issue de cette mission allait révéler une menace bien plus profonde, cachée au cœur même de la montagne. À 4h19, la première charge est placée dans la roche. Aucun signal, aucun appel de confirmation. Le spécialiste en démolition repère la faille au toucher, une fissure diagonale dans la paroi calcaire, assez large pour y glisser les deux avant-bras. Il y insère la charge explosive, tandis que son partenaire tient la bobine de fil et surveille la route en contrebas. 6 hommes, 4 engins, une seule fenêtre de tir qui se refermera dès que quiconque, à l'intérieur du secteur 7 du tunnel, décidera de se remettre en mouvement. Nous sommes le 12 mars 2026, dans les montagnes du Zagros, à l'ouest de l'Iran, à une altitude de 1840 mètres. Il y a 43 minutes, le véhicule de l'arrière-garde de la 3e division blindée iranienne a franchi le portail et la gueule de pierre s'est refermée derrière lui. Pas littéralement, bien sûr. L'entrée renforcée est toujours ouverte, l'échappement diesel s'échappant encore du rebord dans l'air froid de l'aube. Mais la colonne est à l'intérieur, entièrement. Environ 200 véhicules de la 3e brigade blindée et de la 16e brigade mécanisée, blindés lourds, transporteurs de carburant, artillerie mobile, tous positionnés sous terre en prévision d'un mouvement planifié à l'aube. Le tunnel leur offre une couverture contre l'observation aérienne. Il offre également à l'unité VIP une opportunité unique et irremplaçable. Le spécialiste tasse le support de la première charge et commence à dérouler le fil vers la paroi du ravin. Les charges 2 et 3 sont installées plus rapidement, les lignes de fracture ici étant presque parallèles. Des études géologiques les avaient identifiées des mois plus tôt comme des points de tension où la colonne calcaire se séparait silencieusement depuis des décennies, n'attendant que la bonne impulsion pour achever le processus. Le spécialiste ne pense pas à la géologie. Il pense à la longueur du fil et au programme des patrouilles que le guide kurde a mémorisé après 3 semaines d'observation. À 4h31, le guide lui saisit le poignet. 2 véhicules déboulent autour de l'affleurement calcaire, au sud. Sans phare, se déplaçant au rythme d'hommes qui ne s'attendent à rien. Une unité frontalière iranienne. Le guide a déjà vu cette patrouille. Même itinéraire, même horaire, même indifférence. Ce qu'il n'avait jamais vu, c'est 6 hommes plaqués au fond d'un ravin, avec des charges actives câblées dans la paroi rocheuse, au-dessus d'une route où la patrouille est sur le point de s'arrêter. Un véhicule s'arrête directement sous le portail ouest. Un soldat en sort. Il penche la tête en arrière et lève les yeux vers la crête, non pas en cherchant, mais avec le regard oisif de quelqu'un qui profite d'un moment de calme, de l'air froid, sans aucune obligation pressante. Puis il fouille une poche de sa veste et en sort une cigarette. Sur la pente au-dessus du ravin, 3 membres de VIP sont devenus complètement immobiles. Le fil de relais s'étend sur 40 mètres en terrain découvert entre eux, captant les premières lueurs grises de l'aube naissante. Si le regard du soldat remontait la pente et se dirigeait vers la gauche, le fil mettrait fin à l'opération avant même que les charges n'agissent. Il fume en faisant face à la route. Le spécialiste reprend son travail, les mains à plat contre la roche pour arrêter le tremblement qu'il refuse d'admettre. La 4e charge est insérée dans la ligne de fracture la plus profonde, celle que les études avaient désignée comme le point d'initiation primaire, là où la faille s'enfonce le plus profondément dans la structure de la montagne. Il la pousse à ras, la tasse, puis commence à dérouler le fil de retour vers le point de relais. Le guide compte les secondes. Les 2 hommes savent que les dispositifs sont actifs. Les 10 prochaines minutes n'offrent que 2 issues, le silence ou le non-silence. Aucune option intermédiaire n'existe sur cette crête. La cigarette tombe. Le soldat roule des épaules et remonte dans son véhicule. La patrouille contourne le virage suivant sans ralentir, sans lever les yeux, sans rien trouver sur une montagne qui a caché des secrets bien plus grands que 6 hommes et 4 charges explosives. Personne sur la crête ne bouge pendant 90 secondes après que le bruit du moteur se soit estompé. Puis le chef d'équipe consulte sa montre, 4h44, et indique la position du relais en contrebas. Le spécialiste entame la longue pose du fil. 600 mètres à travers le schiste meuble, inséré dans les fissures et pressé sous les rochers partout où le terrain le permet, maintenant la ligne plaquée au sol tandis que le ciel commence à pâlir à l'horizon. La montagne est silencieuse autour de lui, non pas paisible, mais patiente. Le fil de relais s'est entendu sur 600 mètres de schiste meuble, et quelque part en contrebas, la montagne est sur le point de se voir poser une question qu'elle ne pourra refuser. À 5h02, le chef d'équipe ferme le circuit. Le signal parcourt le fil en une fraction de seconde. La première charge enfouie le reçoit, et la colonne calcaire, portant le poids d'une crête restée intacte depuis avant que toute armée ne traverse cette chaîne, frissonne. Le frisson précède le son. Cet intervalle, une demi-seconde entre le tremblement du sol et la détonation acoustique, est ce qui sépare un événement géologique d'une simple explosion. La montagne répond en séquence. D'abord la vibration,
remontant à travers les semelles des bottes, les genoux, jusqu'aux dents. Puis une détonation percutante qui frappe les tympans comme une paume à plat. Puis le long déchaînement grinçant de la face ouest, qui se cisaille, non pas s'effrite, ni se fissure, mais décide de se transformer en une cascade de granit qui déferle sur la pente en un rideau continu. L'ouverture taillée en dessous se comprime à l'arrivée de la charge, la gueule renforcée se refermant vers l'intérieur sous un poids qu'elle n'a jamais été conçue pour absorber. Le mur de débris se forme en 4 secondes, puis s'arrête. Le silence est assez long pour respirer une fois. La deuxième charge n'a pas explosé. Le spécialiste en démolition analyse la situation sans bouger. Une défaillance de synchronisation signifierait que l'amorce a échoué et que l'engin est inactif. Une coupure de circuit signifierait que la charge est toujours active et attend n'importe quoi pour rétablir la continuité, y compris le poids d'une botte sur le fil. Il dispose d'une fenêtre de temps étroite pour déterminer sa situation, car le champ de débris du premier effondrement est encore en train de se stabiliser et la propagation des fractures dans ce calcaire ne fait pas de pause pour les décisions humaines. Il se dirige de nouveau vers le ravin. La détonation le surprend avant qu'il ne l'atteigne, assez près pour que l'onde de pression arrive avant le son. Assez près pour que le schiste brisé parseme sa veste comme du gravier projeté. Assez près pour le faire basculer sur le flanc de la pente. Il roule, s'accroche à un rocher et reste à plat tandis que le monde en contrebas se réorganise. Le portail et la gueule renforcée qui a englouti la colonne blindée il y a 8 heures subit le second effondrement différemment du premier. Là où la face ouest s'est cisaillée en un rideau, la section se plie. Le passage s'auto-engloutit dans une séquence de mouvements latéraux, le granit chevauchant le granit, l'ouverture taillée disparaissant derrière un mur de débris qui continue de s'accumuler à mesure que le matériau secondaire suit la cascade primaire le long de la pente. De l'extérieur, cela ressemble à un tonnerre soutenu enfermé dans une boîte. À l'intérieur du secteur 7 du tunnel, la colonne le ressent avant que le son ne les atteigne. La commotion se propage à travers le sol du tunnel, les chenilles en acier, jusqu'aux sièges et aux intérieurs des coques. Puis l'onde de pression arrive des deux directions simultanément, de l'intérieur depuis l'effondrement est, de l'intérieur depuis la compression ouest, rebondissant sur les murs de béton, s'atténuant, arrivant comme quelque chose entre un coup physique et un grondement prolongé qui n'a pas de fin nette. Des deux directions. Les commandants saisissent leur poste radio. Les communications externes sont absentes, non pas brouillées, mais simplement disparues. Le chemin du signal au-dessus n'existe plus sous une forme reconnaissable. La sortie était scellée. L'arche ouest est tordue, mais tient, laissant une ouverture comprimée, de la largeur d'un homme, pas d'un blindé. La colonne d'acier en contrebas dispose d'un plafond, d'un sol et de 8 km de tunnel reliant deux sorties, dont l'une est un mur de débris et l'autre une arche sous une charge qu'elle n'a pas été conçue pour supporter. Sur la crête, cette information est déjà secondaire. L'hélicoptère de signalisation iranien franchit la crête lointaine et s'incline vers la colonne de poussière. La colonne est énorme, visible de toutes les directions, un pilier gris-blanc s'élevant à 200 mètres dans l'air de l'aube, impossible à méprendre pour autre chose qu'un effondrement structurel majeur. L'appareil est à 3 crêtes de distance. Son système thermique résoudra les signatures chaudes contre le calcaire froid en moins de 2 minutes. Le chef d'équipe n'émet aucun ordre. Il n'y a qu'une seule action possible et tout le monde la connaît déjà. Ils descendent rapidement la pente dans le champ de blocs, utilisant la couverture rocheuse que le guide kurde avait cartographiée 3 semaines plus tôt, précisément pour cette éventualité. L'itinéraire se dirige vers le nord-est, s'éloignant de la colonne de poussière, perdant rapidement de l'altitude à travers un terrain instable et sombre, exactement ce dont VIP a besoin à ce moment-là. L'hélicoptère atteint le site de l'effondrement et commence à orbiter autour du nuage de poussière. Il cherche sur la mauvaise crête. À 4 km en contrebas se trouve le point d'extraction. 4 km de roches meubles et d'obscurité déclinante, parcourus rapidement. Derrière eux, la colonne de poussière s'élève à 200 mètres dans le ciel de l'aube, un monument que personne n'avait planifié, marquant une tombe que personne ne peut ouvrir. Au lever du jour, le portail du secteur 7 du tunnel a cessé d'exister en tant qu'élément opérationnel. Un mur de débris, composé de granit compacté, de béton brisé et de schiste déplacé, s'étend sur environ 25 mètres de profondeur à son point le plus épais et continue de se stabiliser à mesure que le matériau secondaire trouve son angle de repos. L'arche ouest est debout, déformée, fracturée par la contrainte sur le tiers supérieur de sa portée, supportant une charge redistribuée sur une géométrie pour laquelle elle n'avait pas été conçue, mais elle tient. L'ouverture comprimée qu'elle offre mesure 1,8 mètres de haut et 3 mètres de large. Le personnel peut passer, mais aucun véhicule de la colonne ne le peut. Le fer piégé en dessous est entré dans sa propre arithmétique. Les moteurs en marche consomment du carburant, la colonne ne peut pas se réapprovisionner.
Les moteurs éteints conservent le carburant, mais abandonnent la seule source de chaleur dans un tunnel à 4 degrés Celsius. Les commandants de brigade comptent les heures, pas les options. À 4h47 temps universel coordonné, un porte-parole du commandement central américain reconnaît une activité géologique signalée dans les montagnes du Zagros et refuse tout commentaire supplémentaire. À 40 km au nord, les excavateurs sont déjà en mouvement. Des unités d'ingénierie iraniennes, des équipes spécialisées dans le déblaiement de tunnels avec des équipements de forage chenillés et des étaiements en acier sur des camions-plateformes, ont commencé à rouler vers le sud sur la route 37 avant même que la colonne de poussière n'ait fini de s'élever. Ces formations prennent des mois à assembler. Leur présence ici, si rapide, suggère que le réseau de tunnels a toujours été considéré comme une vulnérabilité potentielle et que le protocole de réponse était préplanifié. Un moyen ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance, en survol enregistre chaque véhicule, chaque arrêt de ravitaillement, chaque véhicule de commandement s'arrêtant sur le bord de la route pour consulter une carte. Les excavateurs avancent à 30 km/h sur les routes de montagne. Ils sont à 6 heures du secteur 7. 6 heures, c'est long dans un tunnel scellé. C'est aussi très court pour tous ceux qui observent les excavateurs se diriger vers le sud. VIP a atteint le point d'extraction à 6h44. L'hélicoptère était déjà là, rotor en marche. Le chef d'équipage se tenait à la porte ouverte, comptant les têtes à mesure qu'il montait à bord. Personne n'a demandé comment l'opération s'était déroulée. La colonne de poussière, visible à travers le hublot tribord alors que l'appareil montait vers le nord, communiquait tout avant que quiconque ne formule une question. Le chef d'équipe a rédigé son rapport initial en 4 phrases pendant le vol. Les analystes d'images s'occuperaient du reste. Ce que les analystes d'images ne peuvent pas encore déterminer, et ce que personne dans la structure de commandement régional n'est prêt à aborder à cette heure, est l'état du secteur 9 du tunnel. Le secteur 9 se trouve à 11 km au nord-est du secteur 7, relié par une ligne de faille que l'étude géologique originale avait identifiée comme une zone de stress secondaire, de moindre priorité, et non une cible. Un second élément mécanisé y avait été positionné 48 heures auparavant. Une formation plus légère, des véhicules à roues, à forte composante logistique. Aucune charge n'avait été placée près du secteur 9. Aucune équipe ne s'était approchée de sa crête. L'événement sismique au secteur 7 a été enregistré comme un tremblement local significatif, suffisamment fort, se propageant à travers les formations calcaires connectées pour atteindre le secteur 9 avec une énergie bien supérieure au niveau de fond. La question de savoir si cette énergie a trouvé la ligne de faille sous la paroi ouest du secteur 9 et ce qu'elle a pu y faire, est une question à laquelle les images satellites prises à 7h30 ne peuvent pas entièrement répondre. La résolution montre le portail intact. Elle révèle une signature thermique normale des véhicules à l'intérieur. Elle n'indique aucune perturbation visible de la surface sur la crête au-dessus. Les caméras d'entrée du secteur 9, toujours en transmission via une boucle de fibre optique renforcée, ont enregistré une fissure capillaire se formant dans la paroi ouest à 7h12, puis le flux s'est interrompu. Non pas parce que quelqu'un l'avait coupé, mais parce que le mur sur lequel la caméra était montée n'était plus à sa place.